Alors que le jour déclinait sur la Provence, le firmament s'embrasait de couleurs chaudes et cuivrées, projetant de longues ombres sur les collines ondoyantes. Nicolas Beaumont contemplait ce spectacle depuis le sommet de sa tour d'ivoire moderne, le siège social de son empire, une structure de verre et d'acier froidement plantée au milieu des terres ancestrales. Il venait de remporter une nouvelle bataille financière, une manœuvre de plusieurs millions d'euros qui ne lui procura qu'une satisfaction éphémère. En descendant dans le hall monumental, dont le sol en marbre réfléchissait son image comme un miroir déformant, ses pensées étaient déjà tournées vers le prochain défi. Sa progression fut cependant interrompue par une présence inattendue, une voix cristalline mais ferme qui s'éleva dans le silence ambiant. Face à lui, une petite fille d'environ 7 ans, une apparition presque irréelle dans ce décor luxueux et impersonnel. Elle portait une simple robe verte et le dévisageait avec une gravité déconcertante pour son âge, ses grands yeux bleus fixés sur lui sans ciller. « Ils ont dit que votre voiture va exploser », lâcha-t-elle. Les mots, prononcés dans un français impeccable, flottèrent dans l'air, chargés d'un poids invraisemblable. Une expression d'incrédulité plissa le front de Nicolas Beaumont. Il se pencha vers cet enfant, un sourire condescendant aux lèvres. Non loin de là, ces 4 gardes du corps, des colosses à l'air impassible, échangeaient quelques mots en russe, leur conversation un murmure grave et indéchiffrable. La fillette, Chloé, ne se laissa pas démonter. Elle maintint son regard, sa conviction si intense qu'elle fit naître un frisson d'inquiétude chez l'homme d'affaires. « Pardon ? Que as-tu dit » demanda-t-il, s'efforçant de garder une contenance neutre. Les mains de Chloé se crispèrent en petits points. « Je les ai entendus » affirma-t-elle avec une nouvelle fermeté. « Leur langue, c'est le russe. Ils ont dit que votre voiture de luxe, elle explosera quand vous tournerez la clé. » Un mutisme pesant s'installa entre eux, une bulle de tension au milieu de l'immense hall. Nicolas Beaumont avait des rudiments de russe, un atout dans le monde des affaires, mais pas assez pour saisir les subtilités d'un dialogue rapide. L'affirmation de cet enfant, qu'elle ait pu comprendre une conversation qui lui serait restée obscure, défiait toute logique. Il l'observa, son doute initial luttant contre un respect grandissant. Dans les yeux de Chloé, il n'y avait pas de malice, pas de peur, mais l'urgence nue et absolue de la vérité. « Et comment sais-tu le russe » interrogea-t-il, sa voix se faisant plus confidentielle. « Ma grand-mère Monique me l'a enseigné » répliqua-t-elle instantanément. Leur discussion était rapide, mais j'ai saisi l'essentiel. Ils attendent la détonation, le chaos qui suivra, pour que personne ne puisse remonter jusqu'à eux. Discrètement, Nicolas Beaumont balaya du regard ses gardes du corps. Leur discussion avait cessé. Ils se tenaient droit, le regard fixé sur l'entrée, feignant une vigilance de routine qui sonnait désormais faux. Une angoisse sourde commença à l'étreindre. Son instinct, cet outil qu'il avait aiguisé au fil d'innombrables trahisons et de coups bas dans son milieu, sonnait l'alarme de toutes ses forces. Une enfant. L'idée était folle. Mesures-tu bien la gravité de tes paroles ? Oui. Son regard ne le lâchait pas, intense, impérieux. Ne montez pas à bord de cette voiture. L'atmosphère du hall sembla se densifier, l'air chargé d'une électricité invisible. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Il avait passé des années à s'entourer des meilleurs, d'hommes censés être des remparts infaillibles. Cette mise en garde, venant d'une source si pure et si fragile, faisait vaciller toutes ses certitudes. Reculant d'un pas, il fit un signe à son assistant personnel qui attendait à distance respectueuse. « Allez me chercher Stéphane Dubois. Lui, et personne d'autre. » Immédiatement. L'assistant fila, percevant la tension inhabituelle dans la voix de son employeur. Nicolas se garda bien de regarder directement ses gardes, mais il sentait leur regard dans son dos, comme des aiguilles de glace. Était-il conscient d'être découvert ? Il se pencha à nouveau vers la fillette. « Écoute-moi bien. Si tu dis vrai, tu cours un terrible danger. Ces gens-là n'hésiteront pas à éliminer un témoin. » Les lèvres de Chloé se resserrèrent en une fine ligne déterminée. « Je n'ai pas peur, dit-elle dans un souffle. Ma grand-mère Monique dit toujours que garder le silence face au mal, c'est se rendre complice. » Ces mots, d'une sagesse ancestrale dans une bouche d'enfant, le touchèrent au cœur. En un instant, l'édifice de sa puissance, bâti sur la richesse et l'influence, lui parut bien fragile face à la force morale de cette petite fille. Stéphane Dubois arriva, son pas rapide et silencieux. C'était son chef de la sécurité,
un ancien militaire dont la loyauté était la seule chose en laquelle Nicolas avait encore une fois inébranlable. Sans quitter des yeux les silhouettes massives des gardes, Nicolas lui glissa ses instructions à l'oreille, la voiture. Fais une vérification. Discrète, comme une simple routine. Mais ne laisse rien au hasard. Stéphane opina du chef, son visage de pierre ne trahissant aucune émotion, et se mit en marche vers la berline de luxe qui attendait, scintillante sous les lumières du Porsche. Les 4 gardes suivirent ses mouvements du regard, et leur apparente décontraction se mua en une raideur suspecte. Ils échangèrent quelques mots en russe, des syllabes dures que Nicolas, à présent, interprétait comme des signaux de panique. Les battements de son cœur s'emballèrent. L'imminence du danger était palpable. Chloé sentit sa tension et sa main trouva refuge sur la manche de sa veste. Pour la première fois depuis qu'il était devenu Nicolas Beaumont, le titan de l'industrie, il eut vraiment peur. L'un des gardes fit alors quelques pas vers lui, arborant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Beaumont, tout est en ordre. Il est temps d'y aller. Rester ici n'est pas prudent. » Nicolas inspira lentement, cherchant à calmer le tumulte en lui. Son regard oscillait entre le visage grave de Chloé et ceux, faussement rassurants, de ses gardes. Il était pris au piège, sans preuve tangible. Un mauvais choix, et sa vie s'achèverait sur ce parvis de marbre. C'est alors que, depuis le capot ouvert de la voiture, Stéphane Dubois leva la main et fit un geste rapide de la paume vers le sol. C'était leur code. Un code silencieux, un balai mortel compris d'eux seuls, qui signifiait « danger absolu ». La tension devint physique, un nœud d'effroi dans l'estomac de Nicolas. Les gardes se tournèrent d'un bloc vers Stéphane, leur jeu terminé. Chloé tira sur sa veste, un cri muet d'avertissement. Le temps semblait s'être suspendu. Le souvenir de cette vérité improbable, murmurée par une enfant, envahit son esprit. Sa propre garde rapprochée avait signé son arrêt de mort. Il observa ses gardes se déplacer vers la voiture, une manœuvre désespérée pour masquer la preuve de leur crime. Sa respiration était la seule chose qu'il contrôlait encore, tandis qu'à l'intérieur, la panique menaçait de le submerger. Chloé, frissonnante, restait son unique ancre dans cette réalité cauchemardesque. La voix de Stéphane retentit alors, tranchante comme une lame, « Monsieur, restez à l'écart. Il y a un dispositif piégé dans le compartiment moteur. » La bombe était lâchée. Les traîtres se figèrent, leur visage décomposé. L'un d'eux tenta une dernière fois de bluffer. « Impossible, patron. Une erreur de sa part. La voiture est saine. » Nicolas se tourna vers lui, son regard si glacial qu'il aurait pu fendre la pierre. « Et pourquoi devrais-je croire un traître plutôt que Stéphane, le seul homme ici dont la loyauté n'a jamais failli ?» L'air crépitait. La petite Chloé respirait vite, ses yeux écarquillés fixés sur la scène. À cet instant, la gratitude de Nicolas envers elle fut si immense qu'elle en était douloureuse. Cet enfant était son salut. L'un des gardes porta la main à sa veste, un geste fatal. « N'y pense même pas », lança Nicolas d'une voix de commandement. « La partie est finie. » Déjà, l'équipe de sécurité du bâtiment, alertée par l'agitation, encerclait la zone. Les regards des employés et des visiteurs convergeaient vers eux. Les traîtres étaient cernés, leur plan réduit à néant. L'un d'eux cracha sa rage en russe. Immédiatement, la voix de Chloé s'éleva, claire et précise, traduisant la menace, « Il dit que ce n'est pas grave, que quelqu'un finira bien par vous avoir. » Nicolas la regarda, rempli d'une admiration sans borne. Elle était son bouclier, son interprète, sa conscience. « C'est possible », rétorqua-t-il à l'adresse des hommes qui allaient être arrêtés, sa voix résonnant de défi. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. L'intervention fut rapide et efficace. Les gardes furent désarmés et menottés au milieu d'un tumulte d'ordres criés et d'insultes. Nicolas attendit que le silence retombe et qu'il soit emmené hors de sa vue. Puis, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il s'agenouilla sur le marbre froid, se mettant au niveau de Chloé, un geste de reddition face à son courage. « Tu m'as sauvé. Il n'y a pas de mots pour te dire ce que je te dois. » Une lueur de timidité passa dans les yeux de la fillette, comme si le poids des événements venait de s'abattre sur elle. « J'ai juste dit ce que j'ai entendu. Ma grand-mère Monique m'a appris que le silence est parfois le pire des mensonges. » Cette vérité, si pure, le désarma. Lui qui vivait dans un monde de faux-semblants, de stratégies et de mensonges par omission,
venait de recevoir une leçon fondamentale de la part d'une enfant. Ta grand-mère est une grande dame, dit-il, un vrai sourire éclairant son visage fatigué. Et tu es son digne héritage. Un nouveau véhicule, sécurisé et vérifié, s'approcha. Avant d'y monter, Nicolas s'attarda sur Chloé. Cette rencontre n'était pas un simple incident, c'était un tournant, un signe du destin. Chloé, dit-il doucement. À partir de cet instant, je veillerai sur toi. Tu auras la meilleure des éducations, la meilleure des protections. Ta seule tâche sera d'apprendre et de ne jamais, jamais cesser de dire la vérité. Les yeux de Chloé s'embuirent légèrement, mais elle hocha la tête avec une solennité d'adulte. Nicolas monta dans la voiture, mais il se retourna une dernière fois. L'image de cette petite fille en robe verte, un phare d'intégrité au milieu de la trahison, resterait à jamais gravée en lui. Alors que le véhicule s'éloignait, glissant sur les routes sinueuses de Provence, il entama un voyage intérieur. Sa fortune, son pouvoir, tout cela n'était que du vent, une illusion qui aurait pu être balayée par une explosion. La seule chose réelle, la seule chose qui comptait, c'était la vérité entendue dans la voix d'une enfant. Il venait de comprendre la leçon ultime. La véritable force ne réside pas dans la capacité à commander, mais dans l'humilité d'écouter. Il ignorerait toujours les ramifications de ce complot, mais il savait une chose avec une certitude absolue, sa vie avait été sauvée et son âme rachetée par l'intervention d'un ange gardien improbable. La vie venait de lui rappeler que la loyauté ne se monnaie pas, elle se révèle, souvent dans la plus grande discrétion. Submergé par l'émotion, il ferma les yeux. Plus jamais il ne sous-estimerait la clairvoyance des innocents. Car ils portent en eux une sagesse que les adultes, aveuglés par leur ambition, ont depuis longtemps oubliée. Cette révélation serait son nouveau credo. Et tandis que Chloé, ce soir-là, retrouvait la chaleur des bras de sa grand-mère Monique, leur histoire commençait à peine à se tisser, une légende moderne rappelant au monde que les plus grands héros sont souvent ceux que l'on ne remarque pas.